Et son assermentation a commencé par le tout premier point, d'observer et de respecter la Constitution. Ça fait partie de ses missions. Cela sous-entend quoi? S'il n'a pas la capacité de défendre ou s'il n'a pas la capacité de défendre la Constitution, eh bien, il mettra naturellement fin à ses fonctions. Mais l'exercice de la fonction, Félix Tshisekedi a violé intentionnellement et de manière intempestive la Constitution. Je vous ai cité ici plusieurs cas de violation de la Constitution. Je vous donne juste un simple cas. Félix Tshisekedi s'est permis, lui, Félix Tshisekedi, de créer une task force à la présidence. Et dans cette task force, il a nommé un général comme chargé de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Donnez-moi une seule disposition de la Constitution. Il a outrepassé ses compétences. Il a pris les compétences qui sont dévolues au seul gouvernement provincial. Il s'en est accaparé. Il a nommé quelqu'un, alors que dans le cas exceptionnel, il faudrait d'abord déclarer l'état de siège ou l'état d'urgence pour que l'on prenne des décisions exceptionnelles. Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, la plénière est ouverte. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour. Nous échangerons sur quelle efficacité pour les actions du C64, je vais dire de la C64 parce que c'est une coalition, et quid de la position de la CENCO au sujet du changement de la Constitution. Et pour en parler, nous recevons pour vous le célèbre Alain Bolodjoa, président du parti politique Lèvons-nous et bâtissons les battes en sigle. Sans plus tarder, président Alain Bolodjoa, vous avez 10 minutes. Je sais que vous êtes un homme très économe en temps, ça sera même beaucoup. Dites-nous, C64 dont vous êtes cofondateur, quelle efficacité de vos actions jusque-là et quelle a été ou quelle est votre réaction à la déclaration de la CENCO? Vous avez la parole. Parlement des étudiants. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct du Parlement des étudiants, on vous écoute. Déjà, je tiens à vous remercier, vous adresser mes félicitations, car dans un contexte où beaucoup de jeunes sont aujourd'hui plus attirés par le spectacle que par la réflexion, vous avez réussi à créer un cadre sérieux, un espace qui nous rappelle que la jeunesse peut encore penser, contribuer et porter une espérance collective. Je suis en train de réfléchir sur comment faire parvenir ma contribution, ma modeste contribution d'ailleurs. Je suis aux États-Unis et je ne sais pas comment faire pour vous le faire parvenir. Vous avez un compte ou vous avez un moyen de transfert? Le moyen le plus sûr pour nous parvenir de l'argent, vous pouvez télécharger l'application Sendwave et à partir de l'application, vous pouvez nous envoyer directement l'argent sur M-Pesa, sur Telmoney ou sur des points de retrait express. C'est une application simple. Téléchargez-la, vous allez voir que les modalités sont simples et très rapidement, vous allez nous parvenir votre contribution. En tout cas, merci beaucoup, Président. Parlement des étudiants. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de saluer la jeunesse de mon pays, qui a pu mettre sur pied ces concepts qui prennent de l'ampleur. Et j'espère que un jour, vous aurez l'opportunité d'avoir en face de vous soit M. Félix Tshisekedi ou soit M. Kabouya pour justement poser des questions qui touchent à la fonctionnalité de l'État. Nous avons créé avec les autres amis la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel. Comme vous le savez, depuis 1992, moi personnellement, je prenais la mise en œuvre des dispositions pertinentes de l'article 104. Même lorsque tout le monde était emballé par l'idée du dialogue, mais mon seul souci était de pousser la population à enclencher l'article 104 justement pour sauver la République et surtout les acquis démocratiques. Il nous a été difficile de convaincre. Mais apparemment aujourd'hui, tout le monde est convaincu du bien fondé de ces démarches. Et pendant tout ce temps, ceux qui avaient développé l'idée du dialogue se sont rendus compte qu'il y avait un sérieux problème en rapport avec la qualité de l'homme Tshisekedi.
ils ont pris les risques de faire confiance à ces messieurs, présidents de la République. Mais aujourd'hui, ils savent qu'il est incapable d'appliquer ou de respecter ses engagements. En créant la C64 ou C64, notre intention n'est pas de mettre en cause tout ce qu'il y a, mais c'est juste de sauver les acquis. Nous voulons que l'ordre constitutionnel soit sauvé. Pas seulement par rapport à ce que fait Félix Tshisekedi, mais par rapport à tout celui qui aurait l'ambition d'aller à l'encontre de la philosophie constitutionnelle. Nous voulons que les élections soient organisées en bonne date et nous voulons aussi que le cycle électoral soit respecté. Nous voulons que l'intégrité territoriale ne soit pas négociée. Nous voulons aussi que le droit et libertés individuelles soient garantis. Ce qui veut dire, dans notre démarche, la défense de l'ordre constitutionnel ne fait pas une fixation sur la personne de Tshisekedi. Voilà pourquoi, aujourd'hui, profitant de ces micros, je voudrais convier toute la jeunesse de notre pays à répondre à notre appel du 8 juillet. Pourquoi voulons-nous organiser cette activité le 8 juillet? Justement parce que nous avons tenté de sensibiliser ou de conscientiser nos frères de l'autre bord, c'est-à-dire nos amis de l'Union dite sacrée, qui est devenue C4, je ne sais pas pourquoi. Nous voulons tout simplement leur dire que le changement de la Constitution n'est pas une nécessité pour l'instant. Peut-être demain, il pourrait y avoir un événement majeur qui pourrait éventuellement justifier les changements de la Constitution. Mais pour l'instant, on ne voit pas d'opportunité, encore moins la nécessité de le faire. Nous avons dit l'autre fois, quand on nous avait reçus, qu'il peut y avoir révolution. S'il y a révolution, il y aura éventuellement contestation de l'ordre constitutionnel et de l'ordre politique. Si dans ces circonstances-là, celui qui aura le pouvoir, bien que je ne le souhaite pas, parce que cela va aux antipodes de ma philosophie, il pourra éventuellement vous dire, voilà, je ne peux pas fonctionner avec cette constitution parce qu'il n'y a pas de passerelle. En ces moments-là, c'est à vous de décider si vous allez croire à sa démarche. Vous pourrez éventuellement voir cette possibilité. Mais il y a aussi l'éventualité qui est sécession, balkanisation, soudanisation. Par exemple, il peut y avoir, par exemple, prenons le cas de ce que M. Félix est en train de faire. Si ceux qui sont de l'autre côté déclarer leur autonomisation et que cela a été acté par vous, parce que ce n'est pas ma vision, donc je ne veux pas soutenir. En ce moment-là, le fait seulement que la configuration spatiale va changer, éventuellement, on pourrait aussi envisager le changement de la Constitution, comme ça a été le cas en France en 1958. Contrairement à ce qu'on vous dit, en 1958, la France avait un problème d'ingouvernabilité, mais aussi avait perdu un certain nombre de ses départements, notamment l'Algérie. Comme l'espace avait varié, ils étaient astreints de changer leur constitution. Mais dans le cas d'espèce, notre pays n'a pas un problème qui nécessite à ce que nous réfléchissions sur l'éventualité de changer la constitution. Et voilà pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, la démarche que nous sommes en train de mener, c'est justement pour répondre à ces banditismes que veulent nous imposer nos amis. Je tiens à vous dire, dans ma logique, dans ma philosophie de la politique dans notre pays, je ne pouvais même pas imaginer un jour que je serais obligé d'appeler les gens dans la rue pour manifester contre l'éventualité du changement de la Constitution. Nous souhaitions faire une politique saine, un débat d'idées, un programme contre programme,
c'est-à-dire parler de la gouvernance. Quelle est votre approche par rapport à tel aspect des choses? Mais fort malheureusement, en face de nous, il y a cette classe politique polluée qui est née des cendres de frondeurs du impère, qui pense que le langage que l'on doit écouter, c'est le langage de la rue. Alors que le débat citoyen qui se base essentiellement sur la gouvernance au quotidien, sur le programme contre programme. Le fait seulement qu'ils sont nés dans la rue, ils veulent nous imposer leur logique, et aujourd'hui nous sommes astreints d'aller dans la rue, de faire entendre notre voix, et justement pour changer les rapports de force, et amener nos amis qui sont en face de se calmer un peu, de gérer leur ardeur, parce qu'apparemment, à un certain moment, on pensait que l'opposition a pété, on ne pouvait pas organiser des activités, on ne pouvait pas se mettre autour d'une table, on ne pouvait pas intimider aussi ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, ils sont agités. Nous venons de sortir de réunions et de réunions aujourd'hui avec les ambassades. Monsieur Kabouya s'est permis de dire que nous comptions aussi brûler les ambassades. Alors, je pose la question. Nous allons demander à celui qui fait office du président de la République de démissionner. Quelle serait la nécessité ou l'opportunité de nous attaquer aux ambassades, qui du reste ne sont pas impliqués dans la démarche de violation intentionnelle de la Constitution? En rapport avec l'efficacité de nos actions, je voudrais vous dire une vérité indéniable aujourd'hui. Il n'y a que deux possibilités pour être fort en politique dans notre pays. Soit vous avez l'accompagnement d'une population qui n'a pas peur, ou soit vous faites peur à la population pour ne pas agir. Et généralement, c'est la peur de la population qui permet à ceux qui sont au pouvoir de demeurer le plus longtemps possible. Et deuxièmement, c'est lorsque la population arrivera à dompter la peur, c'est en ces moments-là que l'opposition aura la capacité de renverser les choses et de ramener les choses sur les rails. Notre efficacité ne dépend pas de nous. Ça dépend de l'adhésion de la population. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit C64 est assez forte, capable, mais cette force ne réside que dans la capacité d'adhésion de la population. Voilà pourquoi nous mettons plus l'accent sur la sensibilisation, la vulgarisation de notre vision qui du reste est partagée par l'essentiel des Congolais. Et si vous nous accompagnez, on pourra éventuellement être fort et changer les rapports de force. Parce que généralement, M. Félix Tshisekedi, quand il agit avec sa force du progrès, il agit avec CNC, des tristes mémoires, il agit avec CNS, avec l'ANER, les instruments forts malheureusement de l'État. Mais nous n'avons rien d'autre en dehors de la mobilisation et de l'accompagnement de la population. Voilà. D'accord, on va revenir sur la première question. C64, à ces jours, est-ce qu'il pèse sur le président Félix Tshisekedi la violation intentionnelle de la Constitution? Votre question, s'il vous plaît. Est-ce qu'à ces jours, parce que vous l'opposez l'article 64, pouvez-vous nous dire en quoi Félix Tshisekedi tombe sous les coups de l'article 64 aujourd'hui? L'article 64, c'est cet article qui nous rappelle de notre responsabilité citoyenne à défendre l'ordre constitutionnel. Le deuxième alinéa insiste sur un fait, le renversement du régime constitutionnel. Mais il y a quelqu'un qui a pris l'engagement, sur pied des dispositions pertinentes de l'article 74, non seulement de respecter la Constitution, mais aussi de la défendre. Aujourd'hui, ce que vous appelez union dite sacrée, se permet de jeter de l'opprobre sur la Constitution. Avec la complicité de M. Félix Tshisekedi. Je tiens à vous rappeler que formellement, la personne qui a lancé les débats sur le changement de la Constitution, c'est bel et bien M. Félix Tshisekedi. C'était en Allemagne.
il avait accordé une interview à deux journalistes femmes. C'est pendant cette interview qu'il a dit qu'il était nécessaire de changer de constitution. Il a donné ses raisons, qui sont des raisons par ailleurs fallacieuses. Il a réitéré l'exploit en France, quand il était en face de nos concitoyens qui vivent là-bas, il a dit la même chose. Et c'est comme ça que les machines ont été enclenchées, justement pour aller dans ce sens. C'est-à-dire que ce que nous reprochons à Félix Tshisekedi, non seulement que lui-même a développé l'intention de changer la Constitution, mais il n'a pas la volonté de défendre la Constitution pour être dans l'esprit de son serment. C'est lui qui a reçu mission de défendre la Constitution. Je l'ai toujours dit, lorsqu'il s'agissait de... Après avoir organisé les élections, comme vous le savez, la personne proclamée ne pouvait pas exercer la fonction du président. Bien qu'ayant été proclamé élu par la CENI et par la Cour constitutionnelle, il fallait impérativement que celui qui a été proclamé élu puisse prêter serment. Et son assermentation a commencé par le tout premier point, d'observer et de respecter la Constitution. Ça fait partie de ses missions. Cela sous-entend quoi? S'il n'a pas la capacité de défendre, ou s'il n'a pas la capacité de défendre la Constitution, eh bien, il mettra naturellement fin à ses fonctions. Qu'on lise l'article 64 et que vous, en tant que C64, que vous puissiez nous démontrer qu'il tombe sous le coup de l'article 64, parce qu'il vous conviendra avec moi que la violation d'un serment du président de la République ne tombe pas sous le coup de l'article 64. Il peut violer son serment, c'est politiquement répréhensible. Il peut avoir l'intention de violer la Constitution, c'est non encore que l'intention. L'article 64 dit tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Deuxième alinéa, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. À quel niveau vous placez Félix Tshisekedi dans cet article? Les deux alinéas. Alors prenons le premier. Faire échec à tout individu qui a pris le pouvoir par la force et l'exerce en violation de la Constitution. Si vous pouvez nous démontrer d'abord ça. Déjà, je tiens à vous dire que le processus électoral est une démarche normalisée. Voyez-vous? Monsieur Félix Tshisekedi n'a pas été élu conformément à la loi. En réalité, le président de la République, pour qu'il soit revêtu de ce titre-là, recherche deux éléments essentiels. La légitimité, mais aussi la légalité. Et si vous lisez, ou si vous comprenez la définition que donne Max Weber par rapport à la question de la légitimité, il s'agit là d'une légitimité rationnelle. Qu'est-ce à dire? C'est une légitimité qui se juxtapose à la légalité. Une légitimité conforme à la loi. Parce qu'on peut avoir une légitimité sociologique, mais cette légitimité vacille au gré de circonstances. Vous pouvez être l'homme le plus populaire et demain être l'homme le plus impopulaire. Pour qu'on ne tienne pas compte de ce dynamisme-là, on a voulu que cela soit conforme à la loi. Et au regard de cette réalité, nous avons confié la mission à deux instances. La première instance, c'est l'instance CENI, dont la mission est de constater la légitimité sur le plan quantitatif, en termes de nombre de voix. Et la Cour constitutionnelle constate la légitimité dans son aspect légal, si c'était conforme à la loi. Et la loi est tirée, n'est-ce pas, de la Constitution. Il s'agit là de la loi électorale, mais la loi sur l'organisation et fonctionnement de la CENI. Ce sont des éléments qui sous-tendent le système électoral. Dans la loi électorale, on parle du vote comme procédé. Et le vote
devait se faire pendant une journée. Le vote devait être manuel. Ce sont les procès-verbaux qui devaient sanctionner la fin du processus de vote. Et généralement, ce sont des témoins et la représentation de la CNI, les chefs de bureau et les chefs de centre. On devait prendre les informations et les compiler au niveau des CEP, secrétariat exécutif provincial. Et c'est sur base de ces procès-verbaux qu'on allait déclarer les vainqueurs. Nous savons tous qu'on a trouvé des gens avec des machines à tricher. Il y a des gens qui ont commencé à voter, ni titre ni qualité, au nom de Congolais. Il y a un dossier pendant au niveau de la justice où la CNI avait donné le nombre de 285 plutôt, personnes qui a détenu des machines, qui ont participé au vote. Et l'essentiel d'entre eux étaient les membres de l'Union sacrée. Qu'est-ce que nous avons constaté? Les services de sécurité s'étaient déployés. On commençait à intimider même les opposants. Même ceux qui ont tenté d'introduire leur recours étaient intimidés. La Cour constitutionnelle s'est refusée de bien faire son travail, justement parce que la Cour avait peur. La police est intervenue, les services de sécurité sont intervenus. C'est ça le côté fort, le côté force. Mais l'exercice de la fonction, Félix Tshisekedi a violé intentionnellement et de manière intempestive la Constitution. Je vous ai cité ici plusieurs cas de violation de la Constitution. Je vous donne juste un simple cas. Félix Tshisekedi s'est permis, lui, Félix Tshisekedi, de créer une task force à la présidence. Et dans cette task force, il a nommé un général comme chargé de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Donnez-moi une seule disposition de la Constitution. Il a outrepassé ses compétences. Il a pris les compétences qui sont dévolues au seul gouvernement provincial. Il s'en est accaparé. Il a nommé quelqu'un, alors que dans le cas exceptionnel, il faudrait d'abord déclarer l'état de siège ou l'état d'urgence pour que l'on prenne des décisions exceptionnelles. N'est-ce pas une violation intentionnelle de la Constitution? Oui. Mais il ne peut pas être inquiété. Pourquoi? Parce qu'il s'est arrangé d'avoir les juges de la Cour constitutionnelle comme des militants. Il y a déjà violation intentionnelle de la Constitution. Quant au deuxième alinéa. Élections, est-ce que les combats pour la légitimité ou la légalité de ces élections-là n'est pas dépassé? Non. Parce que même dans ces 64, vous ne vous battez plus pour les élections, vous vous battez maintenant pour les changements de la Constitution. C'est comme si, je ne veux pas dire c'est comme si, vous êtes tous d'accord que le président de la République, c'est Félix Tshisekedi, Fayoulou l'a rencontré, Fayoulou lui d'ailleurs revendique la victoire depuis 2018. Finalement, est-ce que ce n'est pas un débat clos, cette histoire des élections? Non, mais merci en tout cas pour la question. Le débat n'est pas clos. Mais il y a peut-être un problème d'approche. La légitimité d'un président ne résulte pas de sa rencontre avec Fayoulou. Vous savez, lorsqu'on rédigeait la première déclaration, ça c'est juste entre nous, formellement ça va passer par les médias, il y a quelqu'un qui a semblé glisser ces termes-là. C'est-à-dire que s'il ne fait pas ça, il va perdre toute légitimité. J'ai été catégorique, le terme n'avait pas sa place. Selon vous, Félix Tshisekedi n'a pas de légitimité à cause des élections de 2023. Il n'a pas une légitimité rationnelle comme le veut la loi. Attention, Mobutu était légitime. Laurent Désiré Kabila a été légitime. De 2001 à 2003, Kabila a été légitime. Mais ce n'était pas conforme à la loi. C'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'aujourd'hui, les débats ou même la pression de l'opposition, c'est pas plutôt vers les débats de la Constitution, la question de sa légitimité déjà battue en brèche? Non, j'ai posé le problème par rapport à comment il a pris le pouvoir par la force, parce qu'il a usé de ses instruments. Est-ce que par les élections, on peut parler de prendre le pouvoir par la force, par les élections, vous êtes sûr? Évidemment. Le braquage électoral existe. Le braquage électoral existe. Et vous pensez que c'est lui qui est auteur de ces braquages? Non, mais bien évidemment. En 2012, il était en association avec Kabila. En 2012? En 2018, pardon. En 2018, il était en alliance avec Kabila. C'est Kabila qui avait déployé les militaires pour empêcher aux gens de manifester.
Même lorsque l'Union européenne, l'Union africaine avait demandé de suspendre le processus de publication des résultats, Kabila a envoyé des gens pour menacer et l'Union européenne et l'Union africaine. Kabila nous a imposé Félix Tshisekedi. Il a pris le pouvoir par la force. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez dit, mon débat à moi continue, mais le débat de C64 n'est pas centré essentiellement sur le comment est-il arrivé au pouvoir. Parce que ici, nous avons mis sur pied une structure, une organisation ponctuelle pour débattre sur le comment sauver le processus de démocratisation de notre pays. Mais par rapport à la violation de la loi, je vais tenter de vous le démontrer ici, la violation intentionnelle de la Constitution. J'en ai parlé et je vais encore ajouter un élément. Monsieur Félix Tshisekedi est entré en contact avec EAC via M. Kagame, son frère bien-aimé. En entrant en contact, on lui a dit de faire adhérer la République démocratique du Congo à l'EAC. Nous étions en 2021-2022. Au mois d'avril, il a signé le traité créant EAC. Au mois d'avril. Au mois de mai, EAC a pris la décision de démilitariser la zone Est et de désarmer tous les civils qui étaient détenteurs des armes. Au mois de juillet, le 11 juillet, l'État congolais a déposé les instruments de ratification. Dites-moi, à quoi ça sert les instruments de ratification? C'est justement pour dire, voilà, nous acceptons d'être assujettis aux lois ou aux textes qui régissent l'organisation. Mais au nom de quoi EAC a-t-il pris des décisions au mois de mars, au mois de mai, alors que nous n'avons pas encore déposé les instruments de ratification? C'est justement parce que Félix Tshisekedi a vu violer la Constitution. Il faudrait lire l'article 213, 214, 215, 216 et même 217 de la Constitution. Il y en a autant. Il a fait contresigner les actes de nomination des officiers militaires, les généraux en l'occurrence, par un ministre en charge de l'Intérieur, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, alors que le premier ministre était au pays. C'est en violation. C'est-à-dire que parler Félix Tshisekedi sans parler de violation intentionnelle de la Constitution, c'est comme si vous omettez de citer son poste et non. Il est là pour violer la Constitution. Et donc, naturellement, nous pensons que cet alinéa a toute sa raison d'être. Je comprends ce que vous dites. Mais un détail, si on prend l'approche, parce que vous n'êtes pas la Cour constitutionnelle, qui a violation intentionnelle de la Constitution, quel article s'applique? Est-ce l'article 64? L'article 64 est un article qui donne la responsabilité de la population, qui est en réalité la vraie détentrice du pouvoir dans l'État. Mais il y a une justice institutionnelle. Là, on parlera de l'article 164, 165, 166, 167. Dans cet article 164, il est clairement dit, la violation intentionnelle de la Constitution, c'est un acte de haute trahison. Et il y a un procédé, il y a un juge naturel, c'est la Cour constitutionnelle. Mais allez-y, saisissez la justice que de vous appuyer sur l'article 64. Non, mais on le fera, on le fait, on est déjà en train de le faire. Okay. Attention, apparemment, les gens semblent dire à la population que le peuple, vous n'avez que le droit de changer de constitution et c'est ça la souveraineté. Non, le peuple est aussi en droit, au nom de cette même souveraineté, de mettre fin à un mandat. Par quel moyen? L'article 104. Par exemple, cet article, si vous voulez bien, est-ce qu'il donne les moyens par lesquels les citoyens peuvent mettre fin et faire échec à un pouvoir? Non, les constituants savaient que le peuple n'agit que par la voie de la rue. Mais il aurait bien spécifié. Non, mais c'est codé. Parce que le rebelle, s'il vous plaît, le code, c'est que le rebelle s'appuie sur le même article. Est-ce que ça donne droit à aller juste parce qu'on vous reproche aussi d'être proche de rebelles maintenant? Non, mais ceux qui sont plus proches des rebelles, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Comment ça? À Doha, on ne cite pas l'opposition. Non, c'est une négociation. La proximité, non, mais effectivement, c'est une proximité idéologique. Non, mais la négociation, là, a commencé quand? Parce que je vous avais démontré l'autre fois ici que Bernard Maéché Biamou, qui est chargé des opérations et renseignements de M23, a été logé ici. Il était d'abord en prison
il a été libéré, il a été logé. Non, il voulait pas que, interdit il voulait aux que pour lui, institutions de négocier avec le belligérant, les terroristes, c'est pas interdit. de négocier avec les terroristes, c'est pas interdit. Mais à l'époque, il n'était pas terroriste. À moins que vous puissiez le démontrer. Non, mais à l'époque, il n'était pas terroriste. À l'époque, il était qui? Mais à l'époque, il était un détenu, un prisonnier. Mais s'il était un prisonnier, que l'État échange avec un prisonnier, il y a un problème? Non, mais vous l'avez... Bon, pas vous. Ils l'ont libéré de la prison. Le mécanisme sont prévus. Au mois de mai 2019, avec d'abord le mois de mars, l'arrêté et l'ordonnance Gratien, le membre du M23, au mois de mai, il était déjà en voie de sortie. Au mois d'août, il est sorti de la prison. 2019, il était ici jusqu'en 2022. Il est sorti de Kinshasa au mois d'août 2022 pour rejoindre... Ça, quelle corrélation exactement avec la question de savoir si, en s'appuyant sur l'article 64, vous commencez à avoir une proximité... Non, mais je tiens à vous dire que... De rebelles. Je tiens à vous dire que ce que vous appelez rébellion était une stratégie de nos amis qui sont au pouvoir. Le M23, c'est une stratégie... C'était une stratégie de nos amis qui étaient au pouvoir. Non, mais c'était au départ. Peut-être aujourd'hui, ils ont changé. Ils vous l'ont dit. Vous ont-ils dit qu'ils ont changé de stratégie? Vous ont dit qu'ils étaient avec eux? Ah, mais voilà. Attention, Claude Ibalan qui est où? Il est là-bas. Il a été mandaté par Félix Tshisekedi. Vous avez un acte contraire? Vous avez l'acte qui le prouve? Non, mais attendez. Il a été désigné, n'est-ce pas? Désigné qui? Non, mais il a été désigné comme le trait d'union entre le M23 et le gouvernement. Quelle décision on va vérifier au journal officiel? Non, mais vérifiez, ça existe. Il était d'abord nommé comme coordonnateur du comité de suivi. Non, mais attendez. Après, quelqu'un peut se rebuffer. Lui-même, dans ses tweets, il ne reconnaît plus être du régime. Il critique le régime. Vous dites qu'il est envoyé par le régime. Ça, c'est pour la consommation du public. Oh non, M. Alain Bolo. Ça, c'est pour la consommation du public. Vous avez beaucoup d'informations, alors, il me semble. Non, mais fort malheureusement, oui. Fort malheureusement. Merci beaucoup. J'en ai tellement que ça commence aussi à me déranger. Parce que ce qui est vrai, lorsque j'ai dénoncé ce qui s'est tramé contre nous par le régime et ainsi de suite, personne ne me croyait. Et le courage de reconnaître que j'étais en longueur d'avance par rapport à tout ce que vous avez entendu par la suite. Je tiens à vous dire que Claude Ibalanke a été nommé par Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il était en acquaintance avec le Rwanda. Je tiens à vous rappeler, Fortuna Bisselele a été nommé justement parce qu'il était en acquaintance avec le Rwanda. Aujourd'hui, tous deux, ils sont plus avec Félix. Ils n'ont pas été choisis en vain. C'est par une stratégie politique. Et je vous avais même dit, le gouvernement actuel ou le régime actuel que vous appelez régime actuel a toujours été en connivence avec le M23. Je l'avais dit. Donc selon vous, le M23, c'est une affaire... Qu'est-ce que vous voulez faire croire aux Congolais que l'M23 qui tue Képi, c'est Félix Tshisekedi qui les soutient? Non, mais si c'est pas Félix Tshisekedi, mais au moins c'est les régimes qui les soutiennent. C'est que vous appelez régime qui les soutiennent. Mais régime et Tshisekedi, est-ce que... Non, c'est pas la même chose. Oui. C'est pas, c'est que vous appelez régime. Je voudrais nous dire ceci. Allez-y, chutez, c'est juste un rappel. Oui. Lorsque Mamadou Ndala était désigné comme chargé des opérations dans la zone, dans la partie Est, vous prenez Fizi et toute cette partie-là. Il était choisi d'abord par le général Olenga. Et le général Olenga l'a confié à Joseph Kabila. Il a été nommé, il a été déployé dans cette zone. Ils avaient créé une unité spéciale pour traquer les groupes armés. En face d'eux, il y avait le M23. Lorsqu'ils sont arrivés à arrêter Bernard Maeshe Biamungu, qui était dans l'armée comme colonel, ils l'ont arrêté, il a été jugé à Uvira, il a été arrêté à montagne du Tomboué, jugé à Uvira, il a été condamné à perpétuité. Mais attention, il travaillait avec le M23, mais il travaillait aussi avec John Chibangu. John Chibangu qui a été promu général à titre exceptionnel par Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi, pendant son mandat, il a eu à nommer tous les ennemis de la République, même ceux qui ont été à la base de l'assassinat d'un président de la République en fonction. Croyez à ce que je vous dis. Ce que vous appelez pouvoir, il travaille contre nous avec les ennemis de la République. Je le dis. Merci beaucoup. Veuillez prendre place. On va prendre les questions parlementaires. Honorable Landry pour son allocution.
Et l'honorable Abed Kalala se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir accordé audience. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues parlementaires, Monsieur Alain Bolodjoa, puisqu'on parle des actions ou de l'efficacité des actions d'ici 64, où êtes-vous avec la plainte contre le président de la République, Félix Tshisekedi? Tel est l'objet de mon interrogation, Monsieur le Président. Merci beaucoup, honorable Andri. Président Alain Bolodjoa pour rencontrer la question. Bon, je vous donne tout ce qui est essentiel. Les restes, je vais vous épargner parce que ça serait injuste de ma part de vous donner toutes les informations des délibérations d'une réunion. Lorsqu'on débattait sur la question de la plainte, il y avait deux sujets, le sit-in et la plainte. Et généralement, les juristes ont, dans notre organisation, ils ont une commission spéciale qui statue sur la question. On a lancé le message de la plainte et pendant que on s'est préparé à aller déposer la plainte, il y a eu d'autres éléments d'information qui nous sont parvenus. Nous leur avons demandé des sursoirs. On doit d'abord vider des questions parce qu'il y a d'autres éléments qui sont en cours de négociation qui doivent apparaître dans la plainte. Moi, je leur avais demandé de ne pas, moi personnellement je l'avais fait, de ne pas aller parce qu'il y a deux éléments. D'abord, compléter les éléments d'information, mais aussi éviter parce que apparemment nos amis du pouvoir n'attendaient que ça. C'est-à-dire qu'ils allaient nous répondre en disant, voilà, vous avez introduit une plainte et la Cour constitutionnelle a reconnu à Félix Tshisekedi le droit d'accepter. Vous comprenez? C'est ce qui a fait que je leur avais demandé modestement de ne pas aller dans ce sens, qu'on vide d'abord la phase et lorsqu'on aura tous les éléments par rapport à notre dossier qui est pendant et qui est en cours, on va insérer parce que tout ce que nous avons fait, ça doit, tout ce que nous sommes appelés à faire, ça doit réussir. Si nous introduisons une plainte qui sera utilisée par la Cour constitutionnelle justement pour justifier la démarche de Félix Tshisekedi, ça ne servirait à rien. Donc l'efficacité ici, ce n'est pas seulement en termes de résultats que vous pouvez palper, mais aussi en termes de l'agitation ou la réaction de ceux qui sont en face. Reconnaissez quand même qu'ils ont eu peur d'apprendre qu'on doit porter plainte. Ça, c'est des 1. Et puis, deuxièmement, on les fera. Heureusement, pour nous, l'essentiel de des raisons qui sont soutenues dans notre démarche sont imprescriptibles. On ne va pas changer, même s'il ne serait pas président demain. Il sera poursuivi. Fort malheureusement, il faudrait d'abord qu'on essaie de calibrer notre démarche et M. Félix Tshisekedi sera effectivement devant son juge. Est-ce que ça veut dire que lorsque vous annonciez à la presse la plainte, vous n'aviez pas bien calibré des choses? Erreur de stratégie, communication hâtive? Bon, en fait, je dois reconnaître que si on avait déposé la plainte telle que formulée, ça pouvait faire un écho. Mais ça n'allait pas vraiment nous aider en termes des résultats escomptés. On ne doit pas porter plainte juste par rapport à la violation de la Constitution. Il a fait ceci, il a fait cela. Il fallait aussi ajouter d'autres éléments, c'est que nous avons aujourd'hui, d'autres éléments qui vont le mettre KO devant la Cour constitutionnelle. Attendons. Tout en sachant que cette Cour constitutionnelle, jusque-là, se comporte comme si elle n'est pas encore au service de la nation. C'est l'impression que cela donne. Mais attention, d'ailleurs, nous ne visons pas seulement au niveau national. Nous commençons par les nationales, mais nous comptons aussi aller à l'international. C'est cet élément-là qui manque. Connaissant votre position face à la Cour constitutionnelle, est-ce que c'est avec conviction que vous pensez qu'il faut déposer une plainte là-bas? La Cour constitutionnelle est une administration de l'État. Il y a un problème de qualité des hommes, il y a un problème de qualité, mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas porter plainte. De la même manière, j'ai soumis ma demande. Quelle finalité? Ça sera débouté naturellement. La plainte ne suffit pas. Vous savez que pour mettre en accusation le président de la République, c'est pas que la Cour constitutionnelle. Non, nous ne mettons pas en accusation. Non, nous portons plainte. Vous allez porter plainte. Oui. Je vous demande la complexité de la démarche pour qu'on étudie ensemble l'efficacité. Vous déposez la plainte. La Cour constitutionnelle qui devrait s'autosaisir, mais qui est saisie par vous, doit
demandez au Parlement la mise en accusation du président de la République. Vous savez que il a l'Union sacrée, plus de 400 députés, ça ne passera pas. Après, vous-même, vous dites que la Cour constitutionnelle n'est pas très au service du peuple. Quelle suite on peut attendre à une telle initiative? Attention, ne traitons pas les dossiers dans son aspect conjoncturel. Il y a un problème de prescription. Cela n'est pas lié. Déposer une plainte pour non, mais attendez, à quoi ça servirait si nous voulons aller en international, on va nous poser la première des questions. Qu'est-ce que vous avez fait en interne? C'est prévu que si un président viole la constitution de son pays, on peut l'accuser quelque part. Non, les éléments dont on fait allusion là, les éléments dont on fait allusion là. Vous ne voulez pas les citer, les éléments, de toutes les façons. Si vous ne voulez pas les citer, non, mais apparemment vous voulez aider le pouvoir à avoir nos stratégies pour anticiper. Vous éclairez le peuple. Vous allez déposer la plainte à la Cour constitutionnelle. Vous promettez de déposer à l'international. À quelle instance? On les fera. À quelle instance, par exemple? Non, ne nous citez pas le fait. Citez-nous l'instance, on verra la compétence de l'instance à laquelle vous allez l'accuser. Non, mais attendez. Soyons sérieux et soyons calmes. Je vous ai dit ceci. Lorsque nous avons enclenché le processus pour porter plainte contre Félix Tshisekedi, c'était centré essentiellement sur des questions internes. Voyez-vous? Et il y avait d'autres éléments qui n'étaient pas repris dans la première plainte. Nous avons suggéré, au regard des questions des informations qui sont à notre possession, ce n'était pas nécessaire. Parce que, attention, ce que vous dites là, quand vous dites que le Parlement, 400 députés, la Cour constitutionnelle ne peut pas le faire, mais ça réconforte davantage notre position. C'est-à-dire, vous voulez nous dire que le juge pénal d'un président de la République dans ces pays n'a pas la capacité d'exercer sa fonction. Non, vous l'avez déjà dit en l'entendant l'émission. C'est pas comme si c'est nous qui la question fondamentale à se poser, quid alors de l'indépendance de la justice? Vous croyez à l'indépendance de la justice maintenant? Nous avons besoin de ces éléments-là pour nous permettre de justifier notre démarche en international. Ok, à l'international, vous saisissez quelle instance? Là, vous le saurez en temps utile. Merci beaucoup. Prenez place. Honorable Abed Kalala pour son allocution. Je vous remercie, honorable président, pour la parole concédée. Honorable président, honorable membre du bureau, mesdames et messieurs, chers collègues, monsieur Alain Bolojoa, la marche projetée le 8 juillet ne tombe-t-elle pas sous les coups de l'article 64 alinéa 2 que vous prétendez défendre? J'ai dit, honorable président. Merci beaucoup, honorable Abed. Monsieur le président Alain Bolojoa, pour rencontrer la question. Entre-temps, l'honorable Lise Pingiabo se prépare et on va chuter. Heureusement pour nous, nous savons que nos amis d'en face, pas vous, nos amis de l'Union sacrée, ont peur. Notre démarche se fonde essentiellement sur les dispositions pertinentes de l'article 64, deuxième alinéa. Vous voulez renverser les régimes, c'est ça? Non, nous voulons dire à M. Félix que c'est lui qui veut renverser les régimes, lui et son union sacrée. Non, vous dites qu'il doit démissionner, c'est que vous voulez les pousser à les renverser. Attention, la démission n'est pas le renversement du régime constitutionnel. Attention, c'est lui qui assume de fonctions d'État, ou c'est lui qui assume une quelconque fonction, que ce soit dans l'État et dans le privé, doit savoir, il peut démissionner, il peut mourir, il peut être révoqué. Et dans le contexte, vous voulez le faire démissionner. Non, mais bien évidemment. C'est ça le renversement. Mais attendez. Parce qu'il ne démissionne pas des gré. Vous voulez le pousser. Mais qui vous dit que c'est par notre acte qu'il va démissionner? Mais votre acte va servir à quoi? Parce que vous avez dit c'est une marche de démission. Attendez. Vous êtes déjà dans les sphères politiques. Ne prenez pas les choses comme le commun des mortels. Allez-y. Premièrement, la démission, c'est un acte libre. Mais qui peut être motivé par une action. C'est-à-dire, on peut pousser quelqu'un à la démission. Ça se fait. C'est comme lui, il a poussé Ilunga Kamba à démissionner. Ilunga Kamba a démissionné. Sur recommandation ou sur pression de M. Félix Tshisekedi. Vous voulez faire la pression pour que lui démissionne. Exactement.
Exactement. Est-ce que vous pensez qu'il va démissionner? S'il ne démissionne pas, Oui. il est anti-patrie et on va procéder par d'autres actions. Je vais revenir sur une question que j'ai posée à un autre membre de ces cadres, même si on n'a pas eu une réponse conséquente. S'il démissionne, vous faites quoi? Mais s'il démissionne, la Constitution est sauvée. L'ordre constitutionnel est sauvé. Voilà pourquoi je voudrais... S'il vous plaît, je veux bien comprendre, c'est trop vite. Non, mais voilà pourquoi j'ai la dit... Constitution est sauvée comment? Non, c'est la Constitution qui sera sauvée. Comment? Je vais vous démontrer. Allez-y. Pour qu'il quitte le pouvoir par les actions exogènes, il y a éventualité d'une révolution populaire, il peut partir. Il y a des présidents qui ont quitté les C'est ce que j'ai fonctions. dit, vous faites quoi Non, s'il s'il vous quitte? plaît, mais laissez-moi expliquer. Moi, je voudrais vous expliquer ce que je sais. Mais moi, je pose des questions, c'est ça le Non, mais problème. effectivement, mais quand vous posez la question, laissez-moi au moins opiner. Allez-y. Voilà. C'est-à-dire, Monsieur Félix Tshisekedi aujourd'hui, s'il ne veut pas quitter par la démission, sachez-le très bien, il peut être déchu de ses fonctions par le procédé institutionnel. Vous avez dit, ça ne sera pas possible parce qu'il aurait caporalisé la Cour constitutionnelle et le Parlement. Non, parce que le régime est majoritaire, c'est simple Non, mais, que ça. Il faut pas parler de c'est que vous appelez régime. Quand je vais l'opposition expliquer n'a pas maintenant, aligné des députés. non, mais il ne pouvait qu'avoir attendez, la majorité. attention. Les rapports de force ne se font pas par rapport au poids numérique des institutions, mais par rapport à la dimension sociologique de la Je pense société. qu'on va égarer ceux qui nous suivent. Si Félix Tshisekedi démissionne le 8 juillet, l'opposition vous fait. Mais si Félix Tshisekedi démissionne, mais la Constitution continue. Qu'elle continue comment? Mais la Constitution va continuer, parce que si la Constitution continue, on garde l'ordre constitutionnel. Nous Est-ce que battons vous avez pour en vue les préserver. scénarios possibles si aujourd'hui... Non, mais Félix bien démissionne? évidemment. C'est quoi votre scénario? Non, mais la Constitution est là. La Constitution prévoit que le président du Sénat devient président, il organise les élections en Et 90 jours. alors, en quoi c'est mauvais? Vous pensez que c'est réaliste? Oh, mais pourquoi ça peut pas être réaliste? S'il vous plaît, M. Alain Bolodjoa, vous êtes un grand homme. En 90 Non. jours, Sama Lukonde peut organiser les Non, élections il y a et vous attendez? éventualité de lui ajouter des temps. Combien? Non, mais la Constitution a tout prévu. Ben, on va lire la Constitution. Non, mais lisez alors. l'article, la Constitution. Déjà, l'article 74 que vous dit, l'intérim est organisé. Oui. Alors, nous sommes Vous des allez rester légalistes. avec Sama Lukonde à la tête du pays? Non, mais attendez. Mais Il apparemment, est membre de l'Union sacrée de Tshisekedi. Oh, mais vous pensez... Attendez. Vous pensez que nous battons pour remplacer Félix Tshisekedi? Non, mais on veut comprendre c'est quoi la carte après. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes dans le S'il vous respect plaît, de l'ordre c'est ce que j'ai constitutionnel. dit. L'ordre constitutionnel va faire que l'un de ses lieutenants, qui est Sama Lukonde, sera président de la République. Et alors? Vous n'aurez pas changé grand-chose. Si, on va Vous changer avez quelque chose. peut-être déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Vous savez, pendant notre génération, nous avons connu, moi personnellement, j'ai connu 3 présidents. J'ai connu Mobutu, il a été chassé. J'ai l'expérience. J'ai connu Laurent Désiré Kabila, il a été assassiné dans son bureau privé. J'ai connu Joseph Kabila qui est parti suite aux élections. Mais si vous me donnez l'opportunité d'avoir aussi un président qui a démissionné pour autre raison, mais ça va enrichir ma liste des présidents qui sont partis du pouvoir. Ce que je voudrais vous dire, chers amis, lorsqu'on parle du régime constitutionnel, on ne fait pas allusion à Félix Tshisekedi. Les régimes, c'est l'organisation politique d'un État. Ce n'est pas lié à la personne. Les régimes constitutionnels, c'est comment l'État s'est organisé dans la redistribution des tâches. Ce n'est pas la personne de Félix Tshisekedi. Le renversement du régime constitutionnel, c'est de changer la fonctionnalité telle qu'est prévue par la Constitution. Qui veut le faire aujourd'hui? C'est pas nous, c'est l'Union sacrée. L'Union sacrée veut mettre fin à la décentralisation. L'Union sacrée veut mettre fin à la démocratie à la base. L'Union sacrée veut donner l'absoluté du pouvoir à un individu qui du reste est incompétent. L'Union sacrée veut sacraliser, déifier Félix Tshisekedi. Ce sont eux qui veulent renverser le régime constitutionnel. Nous disons, on doit sauver le régime constitutionnel. C'est-à-dire que l'État doit rester intact. On ne va pas changer la Constitution pour assouvir les appétits gloutons d'un individu. C'est que l'on veut comprendre, je viens de lire, c'est l'article 176 qui prévoit les cas de vacances. Si les présidents démissionnent, c'est le président du Sénat qui prend le commande du pays. Il a 60 à 80 jours pour organiser les élections. S'il y a cas de force majeure, on peut le rajouter 120 jours.
est-ce que vous pensez que dans la situation que traversent les pays actuellement, en moins d'une année, Sama Lukonde, lieutenant de Félix Tshisekedi, organisera les élections et on sauvegardera l'ordre constitutionnel? Et vous pensez que Sama Lukonde... répondez à ma Non, mais question, je ne posez réponds. pas de Je questions. réponds à ma Allez-y, manière. allez-y. Pensez-vous que Sama Lukonde n'a pas d'ambition? Vous n'êtes pas son porte-parole, il me semble. Non, mais Tout il ce que doit, je il sais doit avoir des aujourd'hui, ambitions, ou sinon il ne sert à rien. Aujourd'hui, les membres de l'Union sacrée, c'est pas ça le débat. Oh, mais l'Union sacrée peut exister sans Félix Les Tshisekedi. débats, c'est Ah, voilà. les débats, c'est qu'est-ce que vous avez comme carte après. Nous, si vous nous battez nous pour sommes juste clairs. que Tshisekedi sorte et que peu importe celui qui va venir, mais que seulement la tête de Tshisekedi bouge, tant Non, mieux. mais sa tête représente quoi d'après vous? C'est les présidents de la République. Oui, il est président parce qu'il est président, mais sa tête à lui, ça représente Non. quoi? Non. S'il vous plaît, Ici, on s'il parle, vous on plaît. ne parle pas d'individus, S'il vous on parle plaît. des principes. S'il vous Mais plaît, ne parlez pas de ne sa prenez tête. pas une métaphore Non, mais je grammaticalement. vous réponds Quand aussi je par parle une de sa métaphore. tête, ça veut dire que vous ne voulez pas le voir être président de la République. Ne prenez pas ça. Les autorités dans ces pays qui marchent sur la Constitution. Voilà pourquoi nous disons nous défendons l'ordre constitutionnel. C'est compris, Vous savez, ça c'est compris. Les plans l'avantage que que vous nous avez avons, après. Félix Tshisekedi peut être remplacé par tout le monde. Ok. C'est ça l'avantage. Parfait. Mais il ne sera jamais succédé par un homme intelligent. Cela veut dire quoi en clair? Comme nous enclenchons le processus pour... Parce que nous le considérons déjà, de prime abord, il faudrait le savoir, nous le considérons comme un président réputé démissionnaire. Par quel fait? Selon quelle loi? Non, nous le considérons comme réputé démissionnaire. C'est une considération du Mais nous le reste. poussons à démissionner pour justement consolider davantage la démocratie. Parce que c'est lui qui est en train de créer les chaos et les désordres. Parfait. Si la constitution que nous défendons nous dit que si M. Félix Tshisekedi, fort malheureusement on doit le citer, quitter le pouvoir, c'est le président du Sénat qui doit assurer l'intérim. Qui sommes-nous pour ne pas respecter la constitution? Parce que si nous refusons que Sama Lukonde, qui doit avoir les ambitions, peut être président de la République, on ne va pas les combattre pour autant. Il organise les élections, on sauve et la République et le peuple. Parce que si Félix Tshisekedi démissionne, il n'y aura pas de blessés, il n'y aura pas de chaos. Il part, il prend ses clics et ses claques. Il part, le président du Sénat est investi, il va assumer la fonction du président, organiser les élections. Après avoir organisé les élections, le meilleur va gagner. En ce moment-là, on reste dans l'ordre constitutionnel. Deuxième hypothèse, c'est ce que nous ne voulons pas. Vous ne voulez pas, mais vous voulez au moins en parler. Ça veut dire non, mais effectivement, ça c'est connu de tout le monde. Si nous ne faisons pas partie de Félix Tshisekedi, par devoir démocratique comme nous l'avons dit, il peut y avoir un troisième larron. Le troisième larron fera partie et Félix Tshisekedi et l'ordre constitutionnel. Mais ça, c'est pas quelque chose à souhaiter dans... voilà, donc vous choisissez quoi? Parce qu'il n'y a que deux éventualités. Non, c'est des éventualités que vous vous fixez. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, mais comment voulez-vous qu'il parte? Moi, je ne vais pas accepter qu'un président soit zigouillé dans ces pays. Attendez 2028. À condition que la Constitution soit là. S'il n'y a pas de Constitution, on va attendre 2028 non, par mais rapport à... battez-vous pour que le peuple puisse dire non au référendum. S'il y en a, s'il y en a. Non, attendez. Parce que ce que vous demandez, c'est pas possible, au fait. Non, il y a un problème là. Oui. Il y a une sorte d'antinomie dans la démarche que nous sommes en train d'entreprendre. Oui. Vous parlez du référendum. Qu'est-ce que ça dit? Vous envisagez le changement de la Constitution. Mais moi, je vous parle de la violation de la Constitution. C'est pas la même chose. Est-ce que la Constitution est-elle déjà changée? Non. Alors, appliquons-la. Ceux qui violent la Constitution doivent être sanctionnés. Vous ne pouvez pas nous renvoyer au référendum alors que nous n'avons même pas de constitution qui va remplacer l'autre. Notre démarche aujourd'hui, ce n'est pas par rapport à la constitution qui viendra. Mais notre démarche, c'est par rapport à la constitution qui est en vigueur. Nous constatons que c'est lui qui avait fait le serment de défendre la constitution, se refuse de le faire justement parce qu'il veut devenir un dieu. Et devant cette réalité, nous rappelons à la société qu'il y a un problème. C'est lui qui avait prêté serment de défendre la Constitution. Aujourd'hui, se comporte en force du progrès. Non, s'il vous plaît, on ne parle pas comme ça d'un président de la République, s'il vous plaît. Ah, la force du progrès, c'est quelque chose de... Avec un peu d'élégance. Non, 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 non. Mais la force du progrès, c'est la force qui amène le progrès. S'il vous plaît. Ah. S'il vous plaît. Je ne vous permets ça. Je ne vous permets pas de... Ah. Quand vous serez donc président, vous reconnaissez que la force non. du progrès Non, c'est pas ça le débat. Pas une bonne chose. Ce n'est pas ça le débat. Ah, ok. C'est pas ça le débat. Honorable Lys, pour son allocution. Merci.
Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues parlementaires, Monsieur Alain Bolodjoa, vous avez été membre du Sursaut national, une plateforme créée pour s'opposer aux réformes constitutionnelles. Aujourd'hui, vous êtes membre de la C64. Pourquoi le Sursaut national n'a-t-il pas duré dans le temps? Et comment pouvez-vous rassurer le peuple congolais que la C64 ne connaîtra pas le même sort? J'ai dit président. Merci beaucoup, honorable Bliss. Président Lembolo Djoa, rencontrer cette question, on va chuter. Merci, madame, pour la question. Je tiens à vous certifier ici que C64 n'aura pas longue vie. Ça, c'est une certitude. Compte tenu de sa nature et de ses objectifs. Si Félix Tshisekedi rejetait la loi ou le projet de loi tel que le soumis par l'Assemblée nationale et nous disait qu'il leur exigeait de retirer dans cette loi les compétences de créer une assemblée constituante et les compétences qu'on lui a conférées de décider sur le sort de la Constitution, le C64 ou la C64 n'aura plus de raison de vivre. Si Félix Tshisekedi veut respecter la Constitution, pourquoi devons-nous être en alliance circonstancielle pour défendre l'ordre constitutionnel alors que cet ordre constitutionnel est maintenu et voulu par tout le monde? De la même manière, on avait créé Sursaut national. C'était justement par rapport à un fait factuel, par rapport à une conjoncture. C'était fait en 2024. Lorsque M. Félix Tshisekedi développait les velléités de changer la Constitution, on a créé Sursaut national. Lorsqu'il a abandonné, pendant qu'il entrait dans l'euphorie du pouvoir, il était dans autre chose, il n'y avait plus de raison. Parce qu'attention, nous ne sommes pas une coalition de gouvernance. Nous ne sommes pas une plateforme politique dans le sens régalien du terme. Nous sommes réunis pour défendre l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire que la durée de l'organisation est liée à la conjoncture. Il peut y avoir, aujourd'hui, supposons que la communauté internationale faisait pression à leur fils Félix Tshisekedi, on peut lui dire, monsieur, arrêtez avec le changement de la Constitution. Dites-moi, chacun va rentrer ce soir. On va commencer à débattre sur des questions de société. Parce que nous sommes mis ensemble juste par rapport à ces points. Voilà pourquoi vous trouvez la guerre des leaderships n'a pas de sens. La problématique de la fonctionnalité n'a pas de sens. Parce que nous sommes là juste pour défendre l'ordre constitutionnel. Vous allez retenir ceci, madame, que l'essentiel, je dirais la quasi-majorité de membres de Sursaut national sont membres de C64. Et nous avons élargi les spectres. Il y a M. Kabound, il y a M. Fayoulou, et ainsi de suite. C'est-à-dire que Sursaut national, le fait seulement qu'il a eu à poser des actes dans la société, ça a donné de l'épaisseur à certains politiciens. Et cela a permis certainement à négocier dans le cas de C64. Aujourd'hui, nous sommes C64, mais la différence aujourd'hui, nous défendons l'ordre constitutionnel, contrairement à hier, on vulgarisait pour éviter à ce qu'il y ait changement de la Constitution. Donc aujourd'hui, il y a la formulation de la problématique a changé légèrement et c'est ce qui a justifié la présence des autres. Parfait, on va prendre une dernière question de l'honorable Fredin Joly. Je pense que ça concernera la question de la Synco, on n'en a pas beaucoup parlé. Très rapidement. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues. Merci, Monsieur le Président, pour le droit du verbe. Ma question a une orientation triptyque. La première orientation. Monsieur Alain Bolodjoa, la Synco est-elle un parti politique de l'opposition ou soit une confession religieuse à caractère politique? Ça, c'est le premier considérant. Deuxième,
pourquoi la Senko, qui est une branche de l'église catholique, constituée par des prêtres et des évêques, va-t-elle toujours s'immiscer dans les affaires publiques et prendre le dessus si les questions politiques de notre pays? Chose très marrable que cela ne se fait pas dans d'autres pays ou ailleurs. Dernier considérant, M. Alain Bolojoa, est-ce que la Senko est-elle là pour freiner ou pour être considérée comme un vecteur du développement de notre pays et du bien-être collectif? M. Alain Bolojoa était la quintessence questionnale. Merci, honorable Ndjouli. Président Alain Bolojoa, et nous allons chuter. Bon. Votre trois questions avec ces sous-questions relance les débats sur l'organisation sociale. J'ai eu l'avantage d'avoir lu un livre, L'organisation sociale, écrit par Guy Rocher, qui est un grand sociologue. Si vous voulez, je peux vous le recommander. Il a dit, lorsque vous êtes en face d'un fait social, et si vous voulez bien analyser un fait, il faudrait disséquer la question de départ en deux. Analyser séparément les éléments structurels aux éléments culturels. À la fin, vous allez tirer la même conclusion que tout le monde. Et cela m'a permis de me questionner ou de répondre à toutes les questions éventuelles qui me sont posées. Ça me permet d'avoir un modèle d'analyse. Commençons d'abord par l'État. Usuellement, on dit l'État a trois composantes. Le peuple ou la population, le territoire et l'organisation politique. Mais il y a d'autres théoriciens qui ont ajouté une autre dimension, la reconnaissance internationale ou la question de la souveraineté. L'Église catholique est une multinationale religieuse. C'est quelque chose qui a été conçu en dehors de nos frontières. Mais l'Église catholique a été tropicalisée dans notre pays. Il y a des textes, il y a des faits historiques qui démontrent que l'Église catholique aujourd'hui est une composante de l'État. Certainement, vous allez vous poser la question, comment composante de l'État? Et justement parce que, si vous regardez le système politique, il y a trois composantes, trois sous-composantes. Il y a le régime politique, comment l'organisation politique est-elle faite? Il y a la structure économique, comment les richesses sont créées et redistribuées. Il y a l'organisation sociale. Dans cette troisième composante, il y a l'Église catholique. L'Église catholique gère le peuple. L'Église catholique est une organisation de la société civile. Et parmi ses missions, c'est aussi de défendre le droit des citoyens, de préserver la paix et la dignité de l'homme, de veiller sur l'équilibre sociétal. Voilà pourquoi l'Église catholique accompagne l'État dans l'éducation, accompagne l'État dans la formation, accompagne l'État dans la santé, accompagne l'État dans les finances, accompagne l'État dans tous les aspects de l'État, et même sur des questions sécuritaires. Ce qu'on ne vous dit pas, il y a des lieux où l'État est quasi absent, l'Église est là. Alors, quelqu'un à qui vous reconnaissez un certain nombre de droits, depuis quand commencez-vous à lui interdire de parler des questions fondamentales qui touchent à l'organisation sociale? Le 16 février 1992, la plus grande marche organisée dans ces pays n'a pas été organisée par l'opposition.
ça a été organisé par l'Église catholique. Et cela a permis à Étienne Tshisekedi de devenir Premier ministre. C'est grâce à l'Église catholique que nous sommes arrivés à avoir cette fameuse constitution de 1992. J'ai chuté. L'Église catholique a toujours été là. Lorsqu'on dénombrait les morts, la mort de Rossi, Mukendi, Thérèse Kapangala, M. Tshisekedi était encore dans l'opposition. C'était dans quel cadre, s'il vous plaît? C'était encore l'Église catholique. C'est-à-dire l'Église catholique a toujours été là. Mais la grande différence maintenant, c'est quoi? Les prétendus saints de demain deviennent de plus en plus des démons. Ils veulent se débarrasser de l'évangile. Lorsque Mobutu futigeait l'émission de l'Église catholique, Étienne Tshisekedi faisait un sujet de gloire. Lorsque Laurent Désiré Kabila futigeait l'Église catholique, et l'UDPS parlait du bien de l'Église et soutenait l'action. Lorsque Kabila parlait mal de l'Église catholique, elle était défendue par l'UDPS. Et vous allez vous rendre compte, la même question, il suffit seulement que ceux qui étaient hier dans l'opposition changent de camp, l'Église catholique devient ennemie. Je ne suis pas membre de l'Église catholique. Mais je voudrais vous dire ici, avec autorité, si l'Église catholique n'était pas dans ces pays, Kabila ne partirait pas. Ça c'est clair. Alors, tout celui qui veut être comme Kabila commence à attaquer l'Église catholique. Si vous pensez que l'Église catholique n'a pas droit de parler de la société, posez-vous la question. Comment on appelle? La Senko est constituée de qui et de qui? Ce sont des évêques. L'essentiel d'entre eux, sinon la quasi-majorité, sont des Congolais. Au nom de quoi peut-on interdire à un Congolais, parce qu'il est de l'Église catholique, à ne pas parler de l'État? J'ai chuté. Par rapport à ces missions, je tiens à vous rappeler, si nous sommes sincères, personne n'a pu s'investir dans ces pays, hormis l'État. Personne n'a pu s'investir dans ces pays que l'Église catholique. L'essentiel de vos parents, l'essentiel de vos enseignants sont issus du système de l'enseignement de l'Église catholique. La moindre des choses, soyons reconnaissants. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Président Alain Bolodjoa, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir daigné échanger avec nous sur l'efficacité des actions de l'opposition C64 contre la tentative de renversement de l'ordre constitutionnel selon leurs analyses et ici présentées, mais également la position de M. Alain Bolodjoa sur les invectives à l'encontre de la Senko pour sa position qui est il n'y a ni nécessité ni urgence du changement de la Constitution. Dans le contexte actuel, l'Église catholique est aussi, ensemble avec les CC, porteur d'une initiative de dialogue, pacte social pour le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs. Nous restons à votre disposition pour vous offrir des échanges qui permettent d'aiguiser votre sens d'analyse, votre sens critique afin de vous faire des convictions sur ce qui se passe au pays avec les acteurs sociopolitiques. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct du Parlement des étudiants, on vous écoute. Déjà, je tiens à vous remercier, vous adresser mes félicitations, car dans un contexte où beaucoup de jeunes sont aujourd'hui plus attirés par les spectacles que par la réflexion, vous avez réussi à créer un cadre sérieux, un espace qui nous rappelle que la jeunesse peut encore penser, contribuer et porter une espérance collective. Je suis en train de réfléchir sur comment faire parvenir ma contribution, ma modeste contribution d'ailleurs. Je suis aux États-Unis et je ne sais pas comment faire pour vous le faire parvenir. Vous avez un compte ou vous avez un moyen de transfert? Le moyen le plus sûr pour nous parvenir de l'argent, vous pouvez télécharger l'application Soundwave et à partir de l'application, vous pouvez nous envoyer directement l'argent sur M-Pesa, sur Telmoney ou sur des points de retrait express. C'est une application simple. Téléchargez-la, vous allez voir que les modalités sont simples et très rapidement, vous allez nous parvenir votre contribution. En tout cas, merci beaucoup, Président. Parlement des étudiants.